Imaginons la scène 2 secondes. Une pomme se détache de la branche d'un arbre et elle tombe par terre. Ouais, un truc classique. Voilà. Et personne, mais vraiment personne, ne s'arrête pour se dire bah tiens, pourquoi elle s'est pas envolée vers les nuages? On ne parle jamais de malchance pour cette pauvre pomme. Bah non, c'est la loi de la gravité, c'est tout. Exactement. C'est froid, c'est invisible, c'est complètement mathématique. Mais de manière assez ironique, quand on observe le comportement humain, je veux dire, quand on regarde quelqu'un bâtir une réussite spectaculaire ou une vie super abondante, bah on abandonne direct cette logique scientifique. C'est clair. Soudainement, c'est genre, oh, il a eu de la chance. Ouais, de la chance, du hasard ou, je sais pas, un alignement cosmique un peu mystérieux. Et c'est vraiment le grand paradoxe de notre expérience humaine, en fait. On est super à l'aise avec l'idée que le monde physique soit régi par des lois ultra précises, Absolument. mais dès qu'on touche au potentiel humain, au bonheur, ou même aux finances, on préfère s'imaginer que tout ça flotte dans une espèce de chaos imprévisible. La rationalité, bah, elle s'évapore complètement face au succès. Et c'est pile pour dissiper ce fameux chaos qu'on se lance dans cette analyse approfondie aujourd'hui. On va plonger dans un texte très spécifique. Le livre s'appelle Working with the Law de Raymond Hollowell. Un très grand classique, ouais, souvent décortiqué par les pros du développement personnel. C'est ça. Et la prémisse est franchement assez radicale. L'auteur nous dit que la réussite obéit à des lois universelles, tout aussi implacables que la gravité. Donc, pour ceux qui nous écoutent, l'objectif ici, c'est pas de faire l'apologie de la pensée positive basique, hein. Non, pas du tout, c'est beaucoup plus mécanique que ça. Voilà. La mission de notre plongée, c'est de comprendre pourquoi des gens super brillants échouent misérablement, alors que d'autres réussissent presque sans effort. Il y a une vraie mécanique derrière, hein. Et pour capter cette mécanique, bah, le livre demande de faire un truc un peu difficile. Faut suspendre nos réactions instinctives et vraiment remettre en question nos croyances sur le travail. Ouais, ce qu'on a tous hérité, quoi. Exactement. Hollowell, il sort cette stat, l'idée qu'environ 1% de la population génère la majorité des richesses. Et son argument, c'est pas de dire que c'est une injustice du système. Ah oui, il voit ça sous un angle purement logique. Voilà, il dit que c'est l'illustration d'une minorité qui comprend et applique ces lois consciemment, alors que bah, le reste du monde les subit par ignorance en fait. Ok, donc par où on commence? Si on veut comprendre ce succès, le livre dit qu'il faut disséquer notre outil principal, le cerveau. Le fameux processeur de réalité. C'est ça. Hollowell utilise une image très industrielle. Il décrit le cerveau comme une gigantesque station de commutation électronique. Ouais, une métaphore très ancrée dans son époque, mais très parlante. Et l'énergie qui circule là-dedans, c'est la pensée. Mais attention, il ne parle pas d'une vague idée philosophique, il parle d'une force physique, mesurable. Ah oui, il va même très loin avec ces chiffres. Mais grave, il dit que la pensée voyage à la vitesse de la lumière. 186 000 miles par seconde, genre presque 1 million de fois plus rapide que le son. Franchement, pour un esprit cartésien, c'est le moment où tu te dis ok, est-ce qu'on verse pas dans la pseudo-science là? C'est vrai que ça peut faire tiquer, mais il faut voir la mécanique sous-jacente. L'idée, c'est que le cerveau agit littéralement comme un émetteur-récepteur. Chaque pensée émet une fréquence. Une vraie fréquence physique du coup? Voilà, ça explique pourquoi nos pensées ont un impact sur notre environnement matériel. Et c'est là qu'il s'attaque à ce gros morceau hyper vulgarisé aujourd'hui, la fameuse loi de l'attraction. Oh oui, le truc qu'on voit partout. Sauf que l'argument central d'Hollowell, c'est que l'attraction, c'est juste une loi secondaire, un effet secondaire en fait. La loi primaire, c'est la loi de la vibration. D'accord. Donc l'attraction n'est que la conséquence de notre vibration. Absolument. Tout dans l'univers est de l'énergie qui vibre. Et la fréquence de notre cerveau, qui est dictée par nos pensées dominantes, détermine exactement ce qu'on peut attirer. L'univers s'en fiche de nos préférences, il ne fait pas de favoritisme. Il répond juste à la résonance. C'est ça. On attire peu ce qui est en harmonie parfaite avec notre vibration interne. Il y a cette analogie dans le livre que je trouve super visuelle avec la pêche. Avoir un délire, c'est juste comme lancer sa ligne dans l'eau. Ouais, l'hameçon est invisible sous l'eau. Et tu peux laisser ta ligne tremper 10 ans sans rien attraper. Ce qui compte, c'est pas juste de lancer la ligne, c'est l'attente, l'anticipation que le poisson va mordre. Et c'est cette anticipation qui crée la bonne vibration. Voilà. Sans cette certitude, le désir, c'est juste un souhait stérile. Ça ramène rien. Mais cette notion d'attente, ça change complètement la vision qu'on a de la richesse et de la pauvreté. Selon la source, ce ne sont pas deux trucs opposés qui se battent. Ah oui, c'est pas un combat entre le bien et le mal. Pas du tout. L'énergie, elle est neutre. La pauvreté et la prospérité, ce sont littéralement les deux faces de la même médaille vibratoire.
C'est nous, en orientant notre antenne mentale, qui choisissons quelle face on va expérimenter. Alors là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce que j'ai une grosse objection. Par rapport aux problèmes du quotidien, tu vois. Vas-y, je t'écoute. L'auteur parle du froid. Il dit, si tu es dans une pièce glacée, ça sert à rien de combattre le froid, parce que le froid, c'est juste l'absence de chaleur. Il faut plutôt se concentrer sur l'idée d'allumer un feu. Oui, classique. Sauf que, transposé aux dettes, il dit que vouloir désespérément sortir de ses dettes, ça empire le truc. Mais soyons honnêtes, si je gèle dans une pièce, ignorer le froid en pensant super fort à un feu, bah je vais quand même faire une hypothermie. C'est vrai que vu comme ça, C'est pas juste de la positivité toxique son truc. Comment ignorer une dette, ça va la régler en fait. c'est la friction typique que les gens ont avec ce livre. En fait, Halliwell ne suggère pas du tout d'ignorer la réalité physique. C'est pas du déni. Ok, donc il dit quoi alors? Il explique juste comment la concentration fonctionne de manière complètement aveugle. Le cerveau, c'est un peu comme un moteur de recherche hyper archaïque. Il comprend pas la négation. Ah, genre si je tape je ne veux pas de dette? Exactement. Le moteur, il enlève le «je ne veux pas» et il cherche juste le mot-clé «dette». Donc l'univers capte cette fréquence. Si tu te concentres sur la dette, même pour t'en débarrasser, tu génères du stress. De l'anxiété, la peur d'en manquer. Et donc tu vibres sur la fréquence de la pénurie. Pour changer la donne matérielle, faut basculer l'émission vers la prospérité. Tu continues de payer tes factures, hein, mais t'arrêtes d'y mettre toute ton énergie émotionnelle. D'accord, tu focalises l'énergie sur la création de valeur plutôt que sur le trou dans le compte en banque. C'est exactement la nuance. Bon, alors admettons qu'on calibre bien cette fréquence vibratoire. Elle vient d'où concrètement l'abondance? Parce que c'est ça qui nous amène à la fameuse loi de l'offre. Ah, la source infinie. Ouais. L'auteur dit qu'il y a une réserve inépuisable pour tout, mais le truc qui m'a vraiment scotché dans ce chapitre, c'est la façon dont il redéfinit l'insatisfaction. C'est un de mes passages préférés. Bah oui, parce qu'on nous saoule H24 avec la gratitude. Sois content de ce que t'as, souris à la vie, tout ça. Or, Halliwell, il dit que l'insatisfaction, c'est pas du tout un défaut, c'est carrément l'état créatif suprême. Il fait une distinction hyper chirurgicale entre être heureux et être satisfait. Pour lui, tu peux être profondément heureux, mais totalement insatisfait. Et c'est même vital. Pour pas stagner, tu veux dire? Exactement. Sans l'insatisfaction face à une bougie qui éclaire mal, Edison n'aurait jamais inventé l'ampoule électrique. Et les frères White n'auraient jamais cherché à faire voler un avion s'ils étaient contents de rester au sol. C'est ça. L'insatisfaction, c'est le déclencheur mécanique pour puiser dans cette loi de l'offre. C'est le vrai moteur du progrès. Et pour illustrer ça, il prend l'analogie du gland de chêne. C'est fou parce que, posé sur une table, un gland, ça a l'air inerte. Mort presque. Mais au niveau moléculaire, ça vibre. Ouais, c'est une masse d'énergie. Et dès qu'on le plante dans la terre, ça devient un aimant. Le petit gland, il attire magnétiquement toutes les particules d'eau et de terre qui vibrent en harmonie avec son plan de construction de chêne. Il force rien, il attire. Voilà. Et le truc qui accélère ça, c'est la loi de l'accroissement. Le principe que tout ce qu'on valorise et qu'on loue, ça s'accroît. Il parle même des plantes, non? Oui. Il dit que dans le règne végétal, les plantes réagissent physiquement à l'énergie positive. C'est l'explication scientifique de ce qu'on appelle avoir la main verte, en fait. Et à l'inverse, si tu critiques, si tu te focalises sur les défauts, tu crées de l'insécurité et tu détruis ce que tu observes. Ouais, l'énergie circule tout le temps. D'ailleurs, il donne l'exemple du cycle de l'eau. L'eau s'évapore d'un étang, devient un nuage invisible et retombe en pluie. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est super poétique. C'est poétique, ouais, mais soyons pragmatiques. C'est sympa les nuages et les glands de chêne, mais comment on paye son loyer le lundi matin avec ça? Ah, la réalité du marché du travail. Exactement. Comment ces lois s'appliquent au boulot? Et là, paf, il sort la loi de la compensation. Et là, fini la poésie, on est sur une équation très froide, 3 variables. Le besoin pour ce qui est fait, la capacité à le faire et la difficulté à remplacer la personne. Voilà. Et cette équation, elle détruit complètement l'illusion qu'on a tous sur le boulot. L'illusion que c'est le patron qui donne l'argent. Mais carrément, les gens pensent qu'ils vont au travail pour gagner de l'argent de la poche de leur gosse. Et selon le livre, c'est l'erreur fondamentale qui bloque nos finances. Parce que l'argent vient d'une source infinie en échange direct d'un service. Le patron ou le client, c'est juste un canal, un terminal de paiement, quoi. Ouais, c'est juste le tuyau. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la 3e variable, la difficulté à être remplacé. C'est la plus importante. Parce qu'en entreprise, on a tous connu ce collègue un peu toxique. Le mec qui garde tous les mots de passe pour lui, qui refuse d'expliquer son travail en mode « je suis indispensable, on peut pas me virer ».
Ah oui, le protectionnisme mesquin, c'est l'horreur. Sauf que le livre préconise pas du tout ça. Quand il dit irréplaçable, il parle de devenir un artisan d'une telle singularité, de viser une excellence tellement spécifique que c'est impossible de reproduire la touche unique de ton travail. Ouais, il s'agit d'étendre sa valeur, pas de retenir l'information. C'est hyper différent. Et d'ailleurs, pour que cette valeur soit vraiment compensée, faut maîtriser la loi de la réception. Faire le vide, c'est ça. Exactement. L'univers a horreur du vide. Si tu veux recevoir des nouvelles opportunités ou de l'argent, tu dois créer un espace, libérer l'ancien pour laisser affluer le nouveau. Et ça passe par le fait de donner. Mais attention, l'intention est capitale. Oh oui, la fameuse anecdote avec Billy Graham. Elle est géniale celle-là. Vas-y, raconte-la. En gros, c'est le jeune pasteur Billy Graham à ses débuts. Lors d'une quête à l'église, il glisse un billet de 100 $ dans la corbeille. Et un peu plus tard, il s'en rend compte et il est dégoûté. Il dit à sa femme « Mince, je pensais avoir mis un billet de 20 $. Il regrette à fond, quoi. Totalement. Et là, sa femme lui sort une réponse magistrale. Elle lui dit en gros c'est bien dommage, parce que l'univers ne te comptabilisera que 20 $. C'est puissant, hein. L'univers, il s'en fiche de l'encre imprimée sur le papier. Il lit juste la fréquence de l'esprit au moment où tu donnes. Ouais, si tu donnes avec regret, tu vibres le manque. Et bam, l'univers te renvoie du manque. Pour enclencher la prospérité, faut que le don soit complètement libéré de cet attachement anxieux. Mais du coup, si on applique tout ça, si on sort de sa zone de confort pour devenir cet artisan irremplaçable, on va forcément se prendre des murs. Le monde résiste au changement. Oh que oui, la friction est inévitable. Les critiques, les obstacles. Comment la mécanique gère ça? Avec la loi de la non-résistance. Et le postulat pique un peu. Ce à quoi l'on résiste, persiste. C'est très vrai. Entrer en résistance frontale, c'est transférer notre propre énergie au problème. Du coup, on le renforce. J'aime bien l'allégorie des arts martiaux dans les sources. Ouais, karaté contre aïkido. Voilà. Notre ego, face à une attaque, il veut faire du karaté. On encaisse et on frappe super fort en retour. Mais ça épuise et ça fait des dégâts. La loi universelle, elle préfère l'aïkido. Tu absorbes l'élan de l'attaque et tu la laisses passer. C'est ça. Tu utilises la force de l'adversaire pour le neutraliser, sans dépenser ta propre énergie. L'exemple historique avec Winston Churchill, c'est l'aïkido mental parfait. Une opposante politique l'interpelle en public, super agressive, et elle lui lâche « Monsieur Churchill, vous êtes ivre et dégoûtant ». La violence du truc, hein. Bah oui. Ouais. La réaction au karaté, ça aurait été de s'indigner, de nier, de crier, mais Churchill, il choisit la non-résistance. Il l'absorbe, et il répond très calmement « Oui, madame, je le suis. Et vous, vous êtes laide, mais demain matin, moi, je serai sobre. » C'est brillant. Il s'oppose pas à l'insulte. Il s'en sert pour faire trébucher l'autre. Tout en gardant son calme, exactement. Et pour garder cet équilibre sur le long terme, la mécanique demande d'appliquer la loi du pardon. Et là, le texte fait un truc audacieux. Il redéfinit le péché. Il enlève tout le côté religieux, non? Complètement. Le péché, c'est juste une erreur mathématique, une violation des lois de l'harmonie. Et la punition, c'est pas un dieu en colère qui te frappe. C'est juste mécanique. Oui, nourrir du ressentiment, refuser de pardonner, ça maintient une vibration tellement discordante que ça désintègre le corps physique. Il dit carrément que la rancœur cause des maladies graves. Le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. C'est une prison verrouillée de l'intérieur. Et pour illustrer ça, il cite Viktor Frankl, le psychiatre rescapé des camps de concentration. Ah oui, le passage sur la liberté absolue. Frankl a prouvé dans des conditions atroces, innommables, que personne ne peut forcer un esprit humain à penser ce qu'il ne veut pas penser. Les gardes contrôlaient son corps, mais l'espace entre le stimulus extérieur et sa réponse interne, cet espace était à lui. C'est fou, cette force. Et bon, l'exercice de cette liberté, ça demande des choix. Ça nous amène à la loi du sacrifice, et là, je pense que c'est le mot le plus mal compris du livre. C'est clair. Quand on dit sacrifice, on pense tout de suite au martyr, à la douleur, presque à une punition. Ouais, on a l'impression qu'on doit s'amputer de sa joie de vivre. Mais la définition universelle ici, c'est juste abandonner un truc de nature inférieure pour obtenir un truc de nature supérieure. Tu fais de la place, quoi. Exactement. Si je dois donner une image, imagine un vieil ordi avec le disque dur plein à craquer de vieux fichiers pourris. Si tu veux installer un nouveau système d'exploitation hyper rapide, tu dois faire le sacrifice de supprimer ces vieux fichiers. Tu perds rien, tu fais juste le ménage. C'est une super métaphore. Ça me fait penser à l'anecdote du journaliste Walter Cronkite sur les astronautes. Vas-y. Il disait que le vrai courage des astronautes, c'était pas juste de monter dans la fusée le jour J.
Le vrai sacrifice héroïque, c'était les milliers d'heures passées en des simulateurs minuscules et sombres à répéter des procédures super ennuyeuses. Renoncer au confort immédiat pour maîtriser son art. C'est ça le vrai sacrifice. Et pour que cette espèce de mise à jour mentale fonctionne, faut obéir à l'architecture du système. C'est la loi de l'obéissance. Encore un mot qui fait un peu peur, hein. Ouais, mais imagine une turbine industrielle géante. Si elle arrête d'obéir aux lois de la physique ou de la rotation, elle va vibrer dans tous les sens et elle va se disloquer. L'univers, c'est pareil, la nature obéit à un ordre absolu, et c'est pour ça qu'elle n'a jamais de problèmes insolubles. Ce qui mène directement à la loi du succès. Holliwell lâche une phrase dingue. Il dit « La nature ne prévoit que le succès. L'échec n'existe pas dans la nature. C'est un bug humain. » Un bug de notre éducation, oui. On est programmé pour vivre de l'extérieur vers l'intérieur. On laisse nos 5 sens dicter notre réalité. Genre, je regarde mon compte en banque, je vois 0, donc je me sens pauvre. Et se fier qu'à nos sens, c'est réagir à ce qui est déjà fait, au passé. Le livre martèle que le vrai pouvoir, il est dans les facultés supérieures de l'esprit, des trucs invisibles. La perception, la volonté, la raison. Et surtout l'imagination. L'obéissance ici, c'est de refuser la dictature des 5 sens pour utiliser ses facultés supérieures. Ça soulève un truc hyper paradoxal en fait. Si on regarde l'histoire, les gens qui ont le plus marqué le monde, on les voit comme des grands rebelles. Ils ont désobéi aux règles de la société, à leurs parents. Ouais, mais vis-à-vis de l'univers, ils étaient d'une obéissance totale. C'est ça. Ils désobéissaient aux petites lois humaines pour obéir aveuglement aux grandes lois de la création et à leur vision. L'obéissance, c'est pas la soumission à l'autorité humaine, c'est un alignement rigoureux avec la nature. Pour résumer tout ça, le succès continu, c'est jamais de la chance. C'est l'application scientifique de ces principes. Gérer ses vibrations, utiliser l'insatisfaction et pardonner pour pas casser la machine. Et exactement, c'est un vrai mode d'emploi. C'est clair que ça redonne complètement le volant à l'individu. Et pour conclure, je voudrais qu'on laisse ceux qui nous écoutent avec une pensée un peu provocatrice. Une petite réflexion pour la route. Ouais, sachant que le livre dit que l'insatisfaction, c'est pas un échec, mais l'état créatif fondamental. Et si les trucs de votre vie qui vous causent le plus de frustration aujourd'hui, c'était juste une période d'incubation. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Une phase un peu silencieuse avant une énorme avancée. Au lieu de fuir la frustration, on pourrait la voir comme le carburant d'une transformation imminente. Après tout, comme on disait au début, la gravité prend pas de jour de congé. La pomme finit toujours par tomber. Voilà. Si l'esprit est bien aligné sur ces lois, la réalisation de notre potentiel, elle est tout aussi inévitable qu'une équation physique. Sur ce, merci d'avoir suivi cette plongée avec nous et à la prochaine plongée.